Amis des firmware et des oscilloscopes, bonjour. Alors, pourquoi ce titre un petit peu bizarre? Parce que je vous ai présenté il y a quelques temps un oscilloscope Siglent, là, un des derniers, là, le 1104XE, et j'avais prévu de vous montrer dans une très prochaine vidéo une des caractéristiques très intéressantes qu'il a, à savoir la possibilité de pouvoir faire ce qu'on appelle des diagrammes de Bode. Pour ce faire, l'oscilloscope doit être capable de piloter un générateur de fonctions. Et à l'origine, il avait annoncé qu'il pilotait tous les générateurs de fonctions Siglent, et comme j'en ai un, je me suis dit ça va marcher. Et en fait, non. Le mien, c'est un modèle relativement ancien et il n'était pas pris en compte. Mais après des échanges avec Siglent Europe, ils avaient annoncé qu'il y aurait bientôt une mise à jour qui permettrait de prendre en compte tous les générateurs, donc y compris le mien. Et justement, j'ai reçu hier un email de Siglent en me disant que ça y est, cette mise à jour était disponible. Donc pour ce faire, il faut mettre à jour le firmware de l'oscilloscope. Alors, je profite de cette occasion pour parler un petit peu de ce que c'est que les firmware, et on va faire un petit peu d'historique, et aussi donner éventuellement quelques petits conseils pour ces mises à jour. Alors, c'est quoi le firmware? Pour bien comprendre ça, il faut revenir un petit peu dans les années, on va dire, 80, au tout début des microprocesseurs, des microcontrôleurs, des choses comme ça. Avant cela, tous les appareils qu'on pouvait acheter, que ce soit des appareils ménagers, domestiques, des appareils de mesure, généralement c'était des appareils dits en logique câblée. Alors, il y avait de l'électronique dedans, mais voilà, ça faisait un certain nombre de fonctions, on va dire, qui étaient définies lors de la conception, qu'on ne pouvait pas changer, à moins de faire vraiment des grosses bidouilles avec le fer à souder. Alors bien sûr, quand il a commencé à avoir de la logique, on va dire des systèmes programmables, soit avec des microprocesseurs, avec des entrées-sorties, des mémoires, soit des microcontrôleurs. Un microcontrôleur, je rappelle, c'est que ça met dans le même boîtier et le microprocesseur, mais aussi la RAM, la ROM, les entrées-sorties, ce qui fait que c'est un système, on va dire, un petit peu autonome. La fonctionnalité de l'appareil était donc à la fois définie par le hardware, c'est-à-dire en effet toujours les circuits, les choses comme ça, mais aussi une partie, on va dire, software. Et donc cette partie software qui faisait partie de l'appareil, l'appareil ne pouvait pas fonctionner sans, c'est ce qu'on appelle le firmware. Et donc on a vu apparaître sur le marché, par exemple des appareils de mesure, un domaine que je connais bien, des appareils qui étaient équipés de microprocesseurs, et bien sûr des programmes qui vont avec. On peut regarder par exemple le générateur qui est derrière moi là, ce générateur Adrey 540, dedans il y a un microprocesseur, et le programme qu'il fait fonctionner est mis dans des mémoires EEPROM. Donc on avait, on va dire, en gros, deux grandes familles. Il y avait les mémoires, on va dire, programmées par masque, qui c'est, on va dire, programmées directement par le fabricant de la mémoire, et ça coûtait très cher à faire, et ce n'était amorti que si on avait des très grands volumes. L'idée, c'est qu'on fournissait au fabricant le contenu de la mémoire, et lors de la fabrication de la puce, en fait, à un certain moment, et selon le contenu qu'on lui fournissait, il fabriquait un masque spécifique, et qui figeait une fois pour toutes les informations. Donc ça, c'était très fiable, c'était très bien, mais ça coûtait très cher. Pour la petite histoire, dans mon passé professionnel, j'ai fait quelques programmations comme ça que j'ai livrées par masque. Et des premières que j'ai faites, je me rappelle le prix, ça valait dans les 10 000 $. Ça veut dire qu'à un moment donné, on lui donnait donc le contenu du programme, un chèque de 10 000 $, et derrière, au bout d'un certain temps, il nous donnait le circuit. Il n'y avait pas d'erreur possible. Si le circuit ne marchait pas, alors soit c'était le programme qui n'était pas conforme à ce qu'on a donné, mais c'était rare. Sinon, s'il y avait un bug, le fabricant dit, on m'a dit de mettre ce programme-là, je mets celui-là, hors de question que je change. Donc le bug, il coûtait 10 000 $. Ça faisait cher. Je ne vous cache pas que la première fois que j'ai fait ça, j'ai eu un peu de mal à dormir en attendant d'avoir les premiers circuits, parce que je pense que s'il y avait eu bug, j'aurais sans doute perdu mon job. Enfin bon, heureusement, ça a fonctionné. Mais enfin voilà, donc ça, c'était bien sûr rentable que quand on faisait quand même un nombre de circuits assez important, sinon c'est absolument pas rentable. De l'autre côté, on va dire pour faire du prototype ou des petites séries, on avait voilà ce genre de choses, les fameuses mémoires ici effaçables à UV, qui elles étaient programmables à l'unité, pouvaient être effacées avec de la lumière, c'est pas très pratique, mais qui étaient quand même généralement utilisées. Mais ça coûtait quand même beaucoup plus cher si on faisait des grosses séries, puis en plus c'était pas pratique, il fallait toutes les programmer. Mais voilà, généralement tous ces appareils-là qui sont sortis à ce moment-là utilisaient ce genre de mémoire. Alors le problème, c'est que si à un moment donné le fabricant voulait faire une mise à jour, c'était quand même pas très pratique. Fallait au pire, ça arrivait des fois, mais généralement il renvoyait des jeux de mémoire, fallait les changer. Des fois même pour des raisons de coût, ils n'étaient même pas sur support, et là c'était mort. Donc on va dire que dans ces genres d'appareils,
le firmware, hein, c'est-à-dire que ce programme qui le faisait marcher était quasiment inchangeable, hein, on achetait l'appareil et puis c'était comme ça. Et petit à petit sont apparus ce qu'on appelle des EEPROM. Des EEPROM qui sont des mémoires qu'on peut effacer par programmation. Donc là, ça a très vite changé un petit peu la donne, et très vite en même temps, je passe un peu les détails, mais on a eu la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'ISP, hein, In Situ Programming. L'ISP, ça veut dire qu'on pouvait modifier le programme de l'appareil lui-même de l'intérieur. Alors au début, il fallait quand même avoir un connecteur, un machin, mais très vite, ça a été faisable, je veux dire, l'appareil était prévu pour. Et ça a changé beaucoup de choses. Ça voulait dire qu'à partir de ce moment-là, un appareil, grâce à une procédure plus ou moins compliquée, il était possible de modifier donc ce programme qui était livré avec. Et donc ça a permis de mettre à jour les appareils, et c'est, je veux dire, quelque chose de relativement courant. Par exemple, la GoPro que j'utilise en ce moment pour faire cette vidéo, eh ben, je l'ai mis à jour il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'en gros, je peux aller sur Internet, télécharger dans une carte SD, une mémoire, enfin voilà, suivre une procédure, et une fois que je récupère ce programme, le mettre dans l'appareil et le changer. Alors ça c'est pas mal. Maintenant on va voir qu'il y a quelques petites précautions à prendre pour faire ça si on ne veut pas avoir de mauvaises surprises. La première chose à faire, c'est que au tout début de ça, souvent il y avait un peu plus un système de sécurité. C'est-à-dire qu'on comprend bien que le programme qui se met à jour, quelque part, il s'auto-modifie lui-même. Donc ce programme il démarre, hein, on va dire c'est la V1, elle démarre, elle dit ah tiens j'ai une mise à jour. Donc généralement elle va faire quoi, elle va charger en mémoire, on va dire, un programme de mise à jour, et elle va charger de nouveau et s'auto-modifier. Et là il y a potentiellement un risque, c'est que sauf si le fabricant a prévu, mais ça coûte cher, d'avoir, on va dire, une partie qui ne change jamais, une partie modifiable, souvent si par hasard ça se passe mal la mise à jour, eh ben, le système il est mort. En gros, comme il se retrouve avec un programme firmware qui est en train de se mettre à jour mais qui n'est pas complètement écrit, et ben derrière il est incapable de redémarrer. Donc ça c'est un risque, hein. Il y a certains appareils où il y a une procédure de secours, mais ça se fait de moins en moins en fait, parce que ça coûte relativement cher. Et ça, bah, faut y faire attention. D'ailleurs, ils le disent souvent, attention, pendant que vous êtes en train de mettre à jour le firmware, n'éteignez pas l'appareil, vérifiez qu'il a bien des batteries ou branchez-le. Enfin, de toute façon, est-ce que ça arrive pas? Donc ça, voilà, ça c'est un danger, et c'est pour ça que quand je mets à jour des firmware, et là par exemple on va le faire là, pour mettre à jour les oscilloscopes, et bien comme j'ai la chance d'avoir un petit onduleur pour mon serveur, ben, je le branche aussi dessus, ce qui fait que si par hasard, même si ça ne ferait pas de cul, il y a une coupure de courant à ce moment-là, et ben généralement quand c'est pas très long la mise à jour des firmware, et ben je n'ai pas ce risque. Ensuite, il faut bien regarder avant, hein, bien lire les documentations, parce que des fois il y a des firmware qui ne sont pas forcément compatibles, c'est-à-dire qu'il faut des fois, il faut passer par plusieurs étapes. Il y a la V1, la V2, la V3. On ne peut pas passer directement, par exemple, de la V1 à la V3. Ça peut faire des bêtises. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ou pas? On ne sait pas. Encore une fois, il faut bien faire attention à ce qu'on fait, hein. Bon, il y a aussi les petits malins là qui vont sur Internet, qui prennent des firmware plus ou moins piratés et bidouillés. Pourquoi pas, hein, je dis pas que ça marche pas, mais des fois... Souvent, maintenant, ça ne fait pas marcher la garantie, hein. Donc celui qui achète un oscillo, là, sans les options, qui dit « mais moi je récupère un truc et puis je le flash, et puis comme ça je débloque toutes les options », bah peut-être oui, et peut-être aussi qu'il se retrouve avec un truc qui ne marche pas, et sur un appareil sous garantie, les garanties ne marchent pas, et il se retrouve avec plus rien. Alors, encore une fois, après, hein, voilà, chacun a d'assumer ses choix. Donc voilà, il faut faire attention. Puis aussi, des fois, il faut savoir que le mieux peut être l'ennemi du bien. Alors là, c'est très dépendant des fabricants. Par exemple, sur le Seaglint, là, avec la mise à jour, hein, ici, il y a, on va dire, une révision historique, comme ils appellent ça, qui indique clairement pour chaque mise à jour qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qu'ils ont corrigé. Ça permet de savoir si la mise à jour est intéressante, mais ça permet aussi des fois de ne pas la faire. Moi, j'ai vu des appareils, là, où toutes les mises à jour qu'il y a, c'est des trucs qui ne m'intéressent absolument pas, où je ne prends pas le risque, c'est comme même un risque un petit peu de mettre à jour le firmware, pour des trucs qui m'apportent rien. C'est pas tellement la même démarche qu'en informatique, parce qu'en informatique, il y a des sortes de sécurité. Enfin, là, il faut mieux quand même, et généralement, être à jour. Encore une fois, le firmware, ça concerne plutôt des appareils qui, normalement, enfin, voilà, les ordinateurs, c'est différent. Si on parle d'un PC, par exemple, le firmware, ça, c'est plus proche du BIOS. Alors, on peut aussi mettre à jour le BIOS, hein, sur certains appareils. C'est quand même quelque chose qu'on fait moins fréquemment qu'un OS, par exemple, comme Windows ou Linux, ou autre qui va se mettre à jour de façon plus fréquente. Enfin voilà, donc ça c'est quand même important de voir ça. Alors ça en même temps, moi j'aime bien quand même les constructeurs, hein, justement comme Seaglint, ici qui disent à peu près bien clairement ce qui a été fait.
Sur d'autres, c'est beaucoup plus flou, voire pas documenté du tout. Moi, j'ai vu des fois des trucs, Revision History, il y a marqué correction diverses. Oh, ben, ça, on est content. Ou quelques bugs corrigés, dans lesquels on ne sait pas. Donc, enfin, voilà. Moi, je préfère que ça soit bien dit. Sur les appareils pro, quand même, généralement, c'est plutôt bien. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, justement, on va mettre à jour ici l'oscilloscope. Alors, la procédure de mise à jour, elle peut être différente, mais souvent, sur ces trucs-là, ça passe par soit la clé USB, soit qu'on peut les brancher des fois par le réseau. Mais ici, moi, je vais utiliser la clé USB. Donc là, il faut suivre les instructions. Ici, en l'occurrence, ça consiste à copier le fichier de mise à jour sur une clé USB, et on va le voir, mettre en haut de l'appareil, mettre la clé, enfin voilà, une petite manipulation à faire. Et derrière, bah, laisser faire cette mise à jour, hein, qui se termine généralement par un redémarrage de l'appareil, sachant, je le répète, qu'il faut vraiment être sûr que ça se passe bien pendant la mise à jour, qu'il n'y ait pas de coupure, et en même temps, il faut éviter de chercher la merde. Alors, éviter de chercher la merde, un bon conseil que je vous donne, c'est prenez une clé USB sur laquelle vous ne mettez que ce fichier-là. Parce que, voilà, des fois, s'il y a plusieurs mises à jour, on n'est pas sûr de prendre la bonne. S'il y a plusieurs mises à jour de plusieurs appareils, on ne sait pas trop. S'il y a des répertoires, des choses, enfin voilà, des fois, ça fait des bêtises. Moi, généralement, je prends une clé, je la formate, je ne mets que le fichier dessus. Voilà, souvent, ils sont pas très gros. On peut avoir une petite clé de 1 giga même pour faire que ça. Et croyez-moi, le fait de faire ça, c'est aussi mettre des chances de son côté. Alors en même temps, là, dans les instructions, hein, il y a des appareils, alors là, c'est plus propre aux appareils de mesure. C'est le cas de cet oscilloscope-là. Il a des systèmes d'auto-calibrage. Et là, la doc, par exemple, spécifie très bien, hein, on voit avec que une fois qu'on a mis à jour le firmware, il est très important de relancer l'auto-calibrage de l'appareil, sans quoi ben, il risque d'être faux. Alors, bah, allons-y pour faire cette mise à jour. Donc, nous allons procéder à cette mise à jour. Donc, j'ai branché l'oscilloscope ici, donc sur mon onduleur. Et je vais brancher là la clé USB donc, qui contient la mise à jour. Allons-y. Voilà. Ensuite, il faut aller ici dans Utilité. Donc le menu ici, Utility. Là, ensuite, il faut chercher Update. Voilà. Firmware. Là, derrière, on peut choisir le fichier. Il affiche tous les fichiers qu'il y a dans la clé. Et donc là, c'est un fichier .adf. On le choisit. Et on fait Press to Update. Et voilà. C'est vraiment quelque chose de très très simple. Donc là, on voit qu'il est en train de charger et sans doute de compacter, je suppose que ça va être compressé, la mise à jour. Voilà, là il dit dégrenage, il dit Restart and Wet. Donc là, eh ben, il suffit là de l'éteindre. Et de le redémarrer. Et donc là, il va probablement entamer son cycle de mise à jour. Alors, on peut voir que le démarrage, là, il reste allumé plus longtemps que d'habitude, probablement parce qu'il est en train, justement, de se mettre à jour. Voilà. Toc, là, on voit qu'il redémarre. Donc là, c'est très important, hein, quand il est dans ce mode-là, de ne pas y toucher, de ne pas retirer la clé, voilà, de rien faire. Et voilà, ici, c'est terminé. Alors, pour vérifier qu'ici, il est bien à jour, on peut aller voir dans System Status. Et voilà, on voit Software Version, il est bien en 7.6.1.20.1, qui est la bonne version. Donc là, pour sortir, on fait ça. Alors, bah, ensuite, ils disent, comme j'ai dit, de le recalibrer. Hein. Là, on peut même enlever la clé si on veut, hein, ça ne sert plus à rien. Et là, il y a Do Self Call. Voilà. Et là, ils disent, pour faire la self-calibration, de rien brancher sur les entrées et d'appuyer sur Single Key to Begin. Et voilà. Donc là, il est en train de se recalibrer. Voilà, là, je sais pas ce qu'il fait. On entend des bruits de relais et des machins. Là, il n'y a rien d'autre à faire qu'à attendre gentiment. Là, ça a l'air d'être assez long. Je vais peut-être pas tout filmer.
Enfin voilà, on va le laisser terminer gentiment, hein, l'autocalibration. Bon là c'est vrai, je vous ai montré ça tout est en anglais, mais c'est vrai que cet oscilloscope, hein, on peut le mettre en français. Hein. C'est vrai que moi je ne le mets jamais en français parce que je trouve que pour les termes techniques, c'est vraiment pas terrible. Enfin, de toute façon, si vous êtes en français, c'est les... Donc voilà, là, bon, voilà, je vois, il est toujours en train là, de s'auto-calibrer, mais voilà, je vais pas tout vous filmer parce que c'est pas vraiment intéressant, mais à la fin, il y met 100% et l'autocalibration est terminée. Donc j'espère que ça vous aura éventuellement intéressé. Hein. Alors bien sûr après, hein, à moins que vous ayez bien ce modèle d'oscilloscope, si vous avez des appareils de mesure, éventuellement, allez voir sur le site des fabricants. Et s'il y a des mises à jour qui vous intéressent, et ben voilà, n'hésitez pas à bien suivre les procédures hein, et les installer. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant de pouvoir faire évoluer ainsi son parc. Ah tiens, Maurice. Ah, alors ça y est, t'es plus fâché, t'es content, tu m'as saboté ma vidéo l'autre fois. Oui, oui, t'inquiète pas, je te dis que tu auras une bonne nouvelle à la fin. Alors sinon, qu'est-ce qui est froid, humide, qui tombe du ciel en hiver et qui se termine par I, Maurice? Alors, c'est quoi? Eh ben de la neige, abruti. Eh oui, de la neige, mais justement, il est en train d'en tomber de la neige. Alors ça caille grave. Là, en ce moment, déjà hier, je suis pas été dans le labo. Alors, il est temps que ça se termine, cette vague de froid, là. Parce que là, il doit faire dans les 12 degrés. Alors, j'ai un problème, moi. Le courant porteur, dans mon lab hein, qui me sert pour internet, et ben bizarrement, enfin il faut que je trouve pourquoi, il faut que je mette un filtre, mais quand mon chauffage marche, ça le perturbe et j'ai plus d'internet. Donc en fait quand je suis dans mon lab, j'ai le choix entre avoir internet ou le chauffage. Et comme là j'avais besoin d'internet, ben, j'ai pas mis le chauffage, ce qui fait que la température elle est passée là à 12 degrés et ça caille, ça caille, ça caille. Donc je vais me dépêcher de finir cette vidéo, je l'uploaderai de mon bureau où il fait bien meilleur et je reviendrai vers vous dès qu'il fera plus chaud. En attendant, prenez bien soin de vous, que Super Glaçon, le démon du froid, vous épargne, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.